Salut les geeks, voici la vidéo que vous attendiez tous, la vidéo sur les X-Men de John Byrne. C'est parti. Les X-Men. Les X-Men pour moi se divisent en trois parties. Première partie, on va commencer avec l'omnibus des Uncanny X-Men numéro 1. Donc, ça commence évidemment avec Dave Cockrum. J'aime beaucoup le premier run de Dave Cockrum sur les X-Men. J'adore ce qu'il fait, j'adore la dynamique qu'il donne aux personnages, aux scènes d'action, la façon dont il fait les scènes de foule, bien évidemment les costumes qu'il dessine. War Hunt, donc celui-là, par contre, il me fait toujours un peu de peine de le lire parce que, ouais, c'est Not a hoax, not a dream, this issue, an X-Man dies. Ouais, ce n'est pas une arnaque, ce n'est pas un rêve ou un cauchemar. Dans cet épisode, un X-Man meurt. Et bien évidemment, généralement, donc, ce sont les Noirs qui meurent en premier. Dans ce groupe, il y avait non seulement un Noir, une Noire, il y avait un Indien, et c'est l'Indien qui y passe. D'ailleurs, ça, c'est un classique, hein, en fait, que ce soit film d'horreur ou comics. Si vous avez un ou une Noire qui est censé être un héros et donc survivre pendant un moment, c'est l'Indien ou l'Indienne qui y passe, malheureusement. Ce qui fait dire à certains que les Indiens sont les Noirs des Noirs. Cet épisode-là n'a pas été publié par Lug, parce qu'il ne faut pas montrer des méchants démons. Ça fait peur. J'imagine que d'après eux, ce n'était pas censurable. C'est généralement l'excuse en carton qu'ils donnent. Cette page est vraiment fabuleuse. Eric le Rouge, les Sentinelles. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais les Sentinelles sont mes monstres ou ennemis préférés. Ici, pour le fun, on reconnaît Nick Fury et sa copine, la comtesse je sais plus quoi. Là, c'est censé être Chris Claremont. Là, je crois que c'est Batman et Robin. Là, il y a Doctor Doom. Ah bon. On s'amuse bien, quoi. Et très souvent à cette époque, dans les années 70-80, les dessinateurs faisaient ce genre de gag. J'adore la façon dont il dessine Cyclope. Cyclope a toujours une gueule de ravagé, de teigneux, de méchant, et après il va devenir beaucoup plus lisse. Vous remarquerez aussi que dans ce genre de couverture, il y a un absent de taille, Serval. Serval n'apparaît quasiment jamais. En parlant de couverture, j'adore celle-là. Elle est somptueuse, elle a été refaite plein de fois, en hommage. Et donc petit à petit, on se rapproche. Alors, on se rapproche. Mais avant qu'on se rapproche, bien évidemment, il y a le fléau. Ça a été mon premier Special Strange qui arrêtera le fléau. Et voir les X-Men se faire défoncer par un ennemi sur la première page, ça m'avait choqué. J'avais 8 ans à l'époque, 7 ans, 8 ans, et j'avais jamais vu ça. J'avais un petit peu l'expérience de Batman, Superman, publié par Sage Éditions. Cobra aussi, je crois, dans pas l'animé, mais les bandes dessinées en noir et blanc. Mais je n'avais jamais vu donc un groupe de héros se faire défoncer la tronche par un méchant, par des méchants. En plus, bon, donc l'histoire avec Ororo, c'était vraiment somptueux. Bon, cet épisode de Magneto, d'ailleurs la couverture reprend la couverture du X-Men numéro 1 par Jack Kirby, c'est un hommage. Cet épisode avec Magneto, j'ai pas trouvé super. Je sais pas. Magneto lui-même m'avait paru assez fade. Je sais pas, j'avais pas accroché. Cet épisode avec la salle de danger, là, j'avais trouvé ça complètement ridicule. Et là, par contre, waouh! Cette image a été réutilisée plusieurs fois par Marvel pour faire la promo des X-Men. Elle est somptueuse. C'est avec une double page comme ça qu'on comprend aussi que Dave Cockrum avait du mal à tenir ses délais. Parce que je crois qu'il y a 34 personnages différents, avec des costumes différents sur cette double page. Et c'est clair qu'il commençait à fatiguer.
ce qui permit à Monsieur John Byrne de faire son entrée. Alors, moi tout de suite, le premier truc qui m'a choqué, n'ayons pas peur des mots, lorsque j'ai découvert cette bande dessinée dans Special Strange, c'est que, bon, ici, le hurleur a des cheveux orange, enfin vaguement orangés, mais dans la version de lui, il avait les cheveux jaunes. Et je me dis, tiens, c'est bizarre. Donc moi, voilà, c'est ça la première chose qui m'a sauté aux yeux quand j'ai découvert le travail de John Byrne. Je me suis dit, tiens, il a changé de coiffure, en tout cas de couleur de cheveux. Et ce truc-là, ce pow, ce lettrage, pow, c'est touchant parce que, donc, pour ceux qui suivent ma page Facebook, dans laquelle je signale les dessins de X-Men Elsewhere, donc la série non officielle de X-Men qui est dessinée actuellement par John Byrne depuis presque 1 an maintenant. Donc, il a fait revenir Jaff et il a mis donc une scène de bagarre, bien évidemment, entre Serval et Jaff, et il a remis le lettrage. Waouh! Ça, c'est un clin d'œil comme ça. Merci beaucoup, Monsieur Byrne. Notez également que Byrne n'était pas content du tout parce que pour lui, Jaff et puis l'autre, Mode, ce ne sont pas des robots. Ce sont des créatures, des aliens. Et quand il a découvert que Claremont avait changé, disons, leur existence et en avait fait des robots, il était furieux. Donc ça commençait déjà très mal entre les deux. Que dire si ce n'est que c'est... Autant j'avais bien aimé donc ce premier épisode de Byrne, autant celui-ci m'a bluffé, mais à un point, je n'ai pas les mots. Je n'ai pas les mots parce que pour moi, le talent de Byrne explose dans ce genre de scène où il fait des scènes de groupe et ce ne sont pas des scènes de super-héroïsme. Donc là, ils sont tous dessinés d'une façon, on comprend leur personnalité. Et même s'il y en a 4 avec Lilandra qui sont en costume, les autres sont en civil, et pourtant ils ont tous leur personnalité, ils sont tous dans une attitude différente. Ça pour moi c'est du talent à l'état pur. Et la scène ici, on commence avec donc Jean et Scott qui discutent, puis il y a les parents, puis il y a le hurleur et Moira. Après on passe à Colossus et à Diablo. Tout ça, ce sont des scènes d'exposition qui, dessinées par un tâcheron, seraient super chiantes, mais les cases coulent de l'une dans l'autre. C'est fluide, il n'y a pas d'interruption, et cette page, pour moi, elle est à se damner. Pareil, donc on a une scène qui serait faite par un autre, serait super chiante à suivre. Donc c'est Scott et Diablo qui discutent de la façon dont Jean explique à ses parents comment elle est devenue Phoenix. C'est un processus très cinématographique dans lequel John Byrne excelle et c'est somptueux. Si je pouvais acheter une seule planche de John Byrne, ce serait celle-là. Où il y a, bon, mis à part Diablo, il n'y a personne, et Phoenix, il n'y a personne qui est en costume, il n'y a pas de scène d'action. Mais c'est tellement bien raconté, c'est magnifique. Bon, en plus, évidemment, donc on a toute la séquence avec Vindicator, qui prouve aussi que John Byrne est à l'aise avec les scènes de combat. Ouais, encore une couverture super moche, encore une histoire super moche. Ce que Marvel avait fait, c'est qu'ils avaient vu que Dave Cockrum prenait du retard, donc ils avaient commandé cet épisode et puis celui-ci, qui est fait en partie par Dave Cockrum, mais aussi par Bob Brown. Donc Cockrum dessine les pages d'intro et de fin avec Firelord, mais c'est Bob Brown qui se tape le reste. Et Marvel avait un petit peu peur que les lecteurs soient complètement déphasés si on leur donnait Cockrum, puis John Byrne, puis Bob Brown, puis Tony Detsunega. Et donc ils ont intercalé, ils ont fait Dave Cockrum, Bob Brown, Dave Cockrum, John Byrne, Tony Detsunega. Mais le résultat, c'est que ça reste quand même très brouillon, quoi. On a l'impression qu'il y a une valse de dessinateurs. Heureusement, à partir du numéro suivant, donc le 111, ça va être uniquement du John Byrne. 111 reste pour moi le meilleur épisode des X-Men. Je l'adore, je le vénère.
D'une part parce qu'il y a le fauve, que j'aime beaucoup, surtout quand il est dessiné par John Byrne. Mais cette scène ici, quand Serval donc assiste à la raclée que se prend le fauve, puis se libère, bon, même si j'ai toujours eu du mal avec cette scène, je me demande toujours où sont passés les biceps. Il y a un truc qui va pas du tout au niveau des muscles et de l'ossature de Serval. Mais ceci mis à part, j'avais adoré la scène qui fait que Serval se libère. Et puis, bien évidemment, on a ce découpage qui est tombé par terre et la scène qui révèle Magneto. Et autant j'avais pas tellement aimé le premier épisode de Magneto avec les Nouveaux Mutants, encore une couverture à chier. Désolé, j'aime beaucoup George Pérez, mais il faut dire que Jim Shooter n'aimait pas les couvertures de John Byrne. Il trouvait qu'elles n'étaient pas vendeuses, et donc c'est pour ça qu'il a refusé pendant longtemps que John Byrne fasse les couvertures d'X-Men. Merci Monsieur Shooter pour ce manque de goût. Ici, cet épisode, il est aussi à tomber par terre, tellement il est bien. Et c'est peut-être la façon dont le combat est dessiné. Les X-Men se prennent une branlée, mais autant ils se prenaient une claque dans l'épisode dessiné par Cockrum, autant dans celui par John Byrne, ils se font vraiment défoncer par Magneto. Et j'avais trouvé ça somptueux. Non seulement somptueux, là aussi, on a le talent de John Byrne avec ses 8 cases, les 8 personnalités des 8 personnages qui s'expriment de 8 façons différentes. C'est époustouflant. Et c'est mis en relation avec le regard psychotique de Magneto. Bon, là, effectivement, on a une couverture de Byrne qui est pas super top, mais enfin, c'est quand même pas trop mal. Ici, je vais vous parler de Jim Shooter. Cette case n'était pas censée être là. Elle n'était pas censée être là parce que, dans l'esprit de John Byrne, donc, ici, Ororo fait la gueule, mais la scène d'après, elle aurait recommencé à essayer de récupérer son diadème, et puis les passe-partout qui s'y trouvent. Et Jim Shooter a insisté en disant non, mais il faut qu'elle s'écroule, il faut qu'elle pleure, machin. Ce qui, pour John Byrne, n'avait aucun sens, dans la mesure où on a vu quelques épisodes plus tôt qu'elle avait survécu à la mort de ses parents quand elle avait 3 ans, et elle avait survécu par elle-même dans les rues du Caire. Donc c'est pas ne pas réussir à attraper son passe-partout du premier coup qui va la mettre par terre. Psychologiquement, ça ne fonctionne pas, d'après John Byrne, mais Jim Shooter étant le grand boss, eh bien, il a fait contre Matt Fortune bon cœur, et puis il a fait ce qu'on lui a dit de faire. Cette scène aussi, là. Il y a aussi un sacré travail au niveau du coloriste, où on comprend quel pouvoir attaque de quelle façon grâce aux couleurs. Ça, donc, c'est le genre d'image que j'aimais beaucoup dans Iron Fist, et qu'on retrouve de temps en temps avec les X-Men, mais c'est surtout donc pour montrer des effets avec le professeur Xavier ou avec Phoenix. Et puis on arrive à cet épisode, et franchement, j'ai adoré la partie avec la jungle oubliée, ça c'est clair et net, cette scène, la pauvre tendre Ororo aux prises avec l'ignoble Sauron. Je connais plus d'un qui a été traumatisé par cette scène. Là aussi, sur cette double page, on a 2 scènes qui ont énervé Chris Claremont et John Byrne à part égale. Alors, on peut voir ici qu'il y a donc des cavaliers volants sur les monstres ptérodactyles. D'après le script dont on avait discuté au téléphone Byrne et Claremont, on devait également voir ici un espèce de rappel nous disant que les monstres volent au-dessus, donc Diablo ne peut pas se téléporter.
Ororo ne peut pas utiliser son pouvoir, donc c'est à Serval d'y aller. Ça avait beaucoup énervé Claremont, que John Byrne n'ait pas suivi le script. Ce qui a beaucoup énervé John Byrne, c'est que ici, le bruitage a été rajouté par l'éditeur. C'est-à-dire que lui n'avait pas mis le bruitage sneaked. Ça se voit d'ailleurs parce qu'il est par-dessus le dessin. Vous voyez, c'est pas comme ici où il fait partie du dessin. Il est par-dessus dans un endroit où il ne va pas trop gêner, on va dire. Parce qu'en fait, donc, John Byrne voulait laisser une espèce d'option. On pouvait se demander qu'est-ce que Serval avait fait pour éliminer le garde. Bon, là, moi, je trouve qu'il est de mauvaise foi. Parce que quand on voit la tronche de Ororo qui se mord les poings, et puis Diablo qui a les yeux carquillés, et puis qui fait la grimace, bah, on se rend bien compte qu'il n'a pas juste mis une petite tape au gardien, quoi. Et donc, il y avait souvent des difficultés comme ça entre les deux, entre Claremont et Byrne. Ça, j'avais adoré. Le coup de Serval qui pointe, puis qui se fait bouffer la main. Et après, là, on voit que le sneaked est fait différemment. D'ailleurs, je me demande en fait si le sneaked ici n'a pas été copié-collé. Non, ça en a un autre. Il ne devait pas y avoir de copié-collé à cette époque. Aussi, quand on parle de toujours de Serval qui est un tueur et puis Colossus qui est un gentil, il y a des gens qui ont fait remarquer que ici, donc Colossus, son corps est rouge vif, donc il est bouillant. Quand il met des pains dans la tronche des méchants, c'est comme s'ils se font assommer à coups d'enclume portés au rouge. Donc autant dire que les méchants, ils ne doivent pas résister très bien, quoi. Voire ils meurent. J'adore ce genre de scène. Pareil, il en a fait beaucoup pour Iron Fist. J'avais adoré le combat avec Farouk. Et surtout ce procédé où on répète quasiment la même case, le même plan. C'est super cinématographique, mais ça donne vraiment une impression de temps. Cet épisode-là, je l'avais détesté à cause de Rick Villamonte, encreur, qui correspond pas du tout à John Byrne, à mon goût. Bon, après on a la division alpha. Là, on est dans une espèce de rythme où on est dans un espèce de train-train. C'est-à-dire qu'il y a un méchant, les X-Men arrivent, se font défoncer, puis défoncent le méchant. Ce qui avait fait à mes yeux l'originalité du groupe, à ses débuts en tout cas, enfin au début de John Byrne, commence à s'estomper. Je commence à être dans une espèce de routine qui m'ennuie, qui commence à m'ennuyer en tout cas. Ça aussi, j'avais adoré le petit détail, le petit sneaked. Un épisode génial, si on peut dire, avec Power Man. Je ne le répéterai jamais assez, mais j'adore la façon dont Power Man dessine, dont John Byrne dessine Power Man. Et ici, c'est mon plus grand regret, mon seul regret en fait, c'est que John Byrne n'ait jamais dessiné de combat entre le Fléau, le Juggernaut, et les X-Men. En fait, c'est parce qu'il déteste dessiner son armure. Je présume qu'il n'aime pas faire les reflets sur l'armure. Mais c'est vraiment dommage. Pour moi, ça serait quelque chose, j'achète les yeux fermés, quoi. Bon, l'épisode avec Arcade était sympa. Ouais, donc là, on a un annual, dessiné par Georges Pérez, qui s'en sort très bien d'ailleurs. L'épisode avec le fils de Moira MacTaggert, j'avais trouvé assez bizarre, parce que on était quasiment, cet épisode-là en tout cas, on faisait quasiment un film d'horreur. J'avais trouvé l'ambiance très très bizarre par rapport aux ambiances habituelles des X-Men. Ça, j'adore aussi quand ils découpent le bois. Vous voyez, quand je vous parlais tout à l'heure de scènes de foule où chacun a une expression différente, vraiment John Byrne excelle dans ce genre de scène. Ce serait un autre dessinateur, il aurait fait 9 pantins, se tenant tous debout, sans aucune personnalité. Ouais, là aussi, je trouvais qu'on était vraiment dans un film d'horreur. Entre, d'un côté, donc, Jason Wingard qui veut faire tuer... qui fait une chasse à l'homme,
et qui veut que Jean Grey tue le survivant. Et puis ici, donc le fils de Moore McTaggart qui attaque les êtres humains, qui les consume. Je trouvais que c'était très bizarre comme épisode. Ça, c'est une scène d'anthologie où Cyclope montre qu'il a une paire de coucougnettes et que c'est un leader né. N'en déplaise à certains, que je ne nommerai pas, mais ils se reconnaîtront. Et là, donc, c'est la suite. Et peut-être parce qu'à cause du professeur Xavier, on retombe dans une ambiance qui est, je dirais, plus classique des X-Men, mais en même temps qui m'a vraiment surpris. J'ai pas du tout aimé la façon dont John Byrne et Chris Claremont ont traité la soi-disant mort des X-Men pour le professeur Xavier. J'ai toujours trouvé que Xavier, déjà, il aurait dû utiliser ses pouvoirs mentaux pour savoir qu'ils sont toujours là, ou il aurait dû utiliser Cerebro, enfin Xavier ou Jean Grey. Mais en plus de ça, non seulement tous les deux, qui sont les plus puissants télépathes au monde, ne se rendent pas compte que leurs amis sont toujours vivants, ils les pleurent un peu, et puis là, bon, ils sont vaguement contents de se revoir. Bon, ils se font d'accord, Jean et Cyclope se font un gros câlin, mais bon, je sais pas, peut mieux faire. Puis là, tout de suite, paf, on s'est retrouvés avec le professeur, et puis d'un coup, on retombe dans une espèce de routine qui n'a jamais existé en fait. Le professeur n'a quasiment jamais fait travailler les X-Men, les nouveaux X-Men en salle de danger, avec John Byrne en tout cas. Bon, par contre, j'avais beaucoup aimé quand même l'interaction, je trouve qu'elle était très, très réaliste, l'interaction entre Serval, Cyclope et Xavier, où Serval dit que Xavier peut se faire foutre, Cyclope essaye d'atténuer l'impact, et puis Xavier dit oui, mais bon, c'est un mauvais élève. Ça, j'avais trouvé ça très bien. Là aussi, donc, une fois de plus, on a une scène où on reconnaît parfaitement les personnalités de ces 4 personnages. Enfin, 5. Avec la Reine Blanche. J'adore la tronche de Colossus et la tronche de Serval quand ils sont en train de lire un Playboy ou Hustler. Donc Dazzler, encore un personnage qui était censé vendre des jouets ou en ce cas-là des disques. Ça en fait j'avais jamais remarqué moi l'ombre qui correspondait pas. Il y a plein de gens qui l'avaient remarqué, qui ont écrit au courrier des lecteurs en disant ouais, John Byrne il s'est pas dessiné, l'ombre ne correspond pas. Moi j'avais rien vu. Et puis bon on arrive à la fin de cet omnibus qui est vraiment excellent. Excellent. Et que je conseille à tous les fans de nouveaux X-Men de posséder, s'ils peuvent se le procurer pour pas trop cher. C'est toujours le problème avec les omnibus, ils coûtent relativement cher. Donc ça pour moi c'est la première partie. Quand je vous disais au début de cette vidéo que les X-Men se divisent en 3 parties, pour moi ça c'est la première partie. La deuxième partie donc est constituée de la suite et la fin du run de John Byrne. Ça correspond donc en fait au Phénix Noir et à sa fin tragique. Les épisodes avec le Club des Damnés font partie de la légende des comic books. Les premiers épisodes sont déjà dans l'omnibus, mais je ne voulais pas m'acheter le deuxième omnibus juste pour m'acheter les quelques épisodes qui me manquaient. Ensuite, on a cet épisode-là qui, à mes yeux, est une œuvre d'art en termes de technique narrative. En plus, c'est génial pour quelqu'un qui ne connaît pas les anciens X-Men et qui n'a pas envie de s'acheter 64 numéros, 63 numéros. Donc il achète celui-ci et il a les 63 numéros racontés, résumés.
plus les premiers numéros des nouveaux X-Men résumés. Où il y a aussi un annual, tout moche. Dans ces épisodes-là, qui sont donc à la fin du run de Byrne, Byrne explique qu'il a finalement trouvé comment utiliser Diablo, Nightcrawler. Il en fait une espèce de bouffon. Il en fait un personnage rigolo, comme ici, donc avec ses cheveux qui se dressent sur son crâne. Et il dit c'est vraiment dommage parce que c'est uniquement donc juste avant que je parte que j'ai compris comment l'utiliser, ce personnage. Bon, évidemment, le combat avec le Wendigo a été censuré à mort par Lug. J'ai rien de spécial, je suis comme tout le monde, j'adore les Day of Future Past. Et cet épisode-là, qui n'a jamais été traduit par Lug, en fait, je l'ai découvert complètement par hasard chez un bouquiniste. C'était à Paris, donc c'était sur les quais de la Seine, la sortie Saint-Michel ou boulevard Saint-Michel, je sais plus. Et j'étais comme un fou quand j'ai vu donc un épisode des X-Men que je ne connaissais pas et dessiné par John Byrne. Je sais plus combien je l'avais payé à l'époque. 20 ou 30 francs. Donc 4-5 euros. Je l'ai gardé relativement longtemps et je l'ai revendu à peu près au moment où je me suis acheté ce Trade Paperback. Et donc en fait, John Byrne a essayé de faire un monstre original et il pensait avoir réussi. Et en fait, tout le monde lui a dit ouais, t'as dessiné le monstre de Alien. Donc il était super vexé que son monstre original soit en fait plus ou moins une copie du célèbre film d'horreur de Ridley Scott. Ça j'aime bien par contre. Souvent je trouve que Claremont écrit trop, mais là elle a le temps de crier. Ça aussi c'est super bien foutu. Avec les cendres. Et puis donc Phoenix The Untold Story. J'ai fait déjà une vidéo complète sur cette bande dessinée, donc je vais pas en reparler plus que ça. Je vous conseille de voir la vidéo que j'ai consacrée entièrement à ce numéro. Et donc ça, cette Phoenix The Untold Story complète à mes yeux la seconde partie du run de John Byrne sur les nouveaux X-Men. Et le troisième et dernier run, donc c'est X-Men The Hidden Years, donc les années cachées. Quand j'ai découvert en 2015-2016 que John Byrne avait refait quelque chose avec les X-Men, j'étais tout fou. Je me suis rué sur les trades paperback et je m'en suis mordu les doigts. Parce qu'en fait, donc ce qu'il a essayé de faire, c'est de reprendre l'ambiance qui a été créée par Neil Adams et Tom Palmer au début des années 70, avec les quelques épisodes qu'ils ont dessinés ensemble. Et pour moi, Tom Palmer, il a un ancrage beaucoup trop lourd pour quelqu'un comme John Byrne, et ça ne correspond pas du tout. Et bon, c'est complètement subjectif, ça n'engage que moi, mais j'étais incroyablement déçu. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, c'est moche, c'est absolument pas ce que j'aime chez John Byrne. Bon, donc il y avait d'une part le côté graphique qui m'a pas plu, et puis j'aime pas trop ce principe, cette idée de raconter la même histoire, raconter l'histoire qu'on connaît déjà, mais d'un autre point de vue, afin de nous présenter soi-disant des trucs auxquels on aurait échappé la première fois. Je trouve que c'est malhonnête. C'est malhonnête parce que simplement ce n'est pas vrai, c'est pas quelque chose auquel on aurait échappé, c'est juste quelque chose auquel le scénariste à l'époque n'avait pas pensé. Et c'est juste une autre façon de traire la vache à lait en nous présentant donc John Byrne, les X-Men, des histoires inédites et qui sont pas plus intéressantes que ça. Donc, à mes yeux, cette troisième et dernière partie était vraiment une énorme déception. Heureusement, pour me consoler, IDW a publié
le John Byrne X-Men Artifact Edition, qui reprend comme d'habitude des reproductions de pages au format planche originale. Dans la mesure où les planches originales de John Byrne coûtent des dizaines de milliers de dollars, je ne pourrais jamais en posséder une. Posséder cet album, c'est ce qui se rapproche le plus. Et une fois de plus, on a le pow. J'adore cette scène. Là aussi, j'ai beaucoup aimé le hurleur. En mettant une ombre sur son visage, John Byrne avait vraiment rendu cette image dramatique. Pour la petite histoire, c'est donc une Artifact Edition, ce qui veut dire que c'est juste une suite de planches. Ce ne sont pas des épisodes complets. Et c'est une suite de planches parce que Terry Austin n'a jamais revendu ses planches. Terry Austin a toujours dit que c'était son bas de laine pour ses vieux jours. Et donc il se refuse à vendre ses planches. Et toutes celles qu'on voit ici, ce sont les planches que John Byrne a. Et donc que lui a revendu. Et généralement, je crois que c'était la façon dont Marvel partageait les planches, c'était 2 tiers pour le dessinateur et 1 tiers pour l'encreur. Bon. Comme toujours, je passe rapidement, mais si vous voulez admirer les planches, faites une pause sur la vidéo. D'ailleurs, je l'ai déjà dit, mais je le répète, pour ceux qui ne regarderaient pas toutes mes vidéos, honte à vous. Les fans, généralement, pensent que John Byrne est devenu très riche et célèbre grâce aux X-Men. Il est devenu célèbre grâce aux X-Men, oui, mais riche, non, pas du tout. En fait, à l'époque, je ne sais plus, il était payé 20 ou 30 dollars de la page, c'est tout. Et c'est absolument tout. Les Marvel n'a commencé à intéresser les artistes et les auteurs aux bénéfices que, je crois, après le départ de John Byrne des X-Men. Donc quand il était sur les 4 Fantastiques et sur Alpha Flight. Il n'a rien gagné en plus de sa paye à faire les X-Men. Donc tout le monde pense qu'il s'est fait des millions, mais non. Comme quoi il n'y a pas de justice. C'est aussi avec une scène comme celle-ci où on voit tout le travail fait par le coloriste. On peut voir très très vaguement, il y a une espèce d'esquisse, d'ébauche du rayonnement suite à l'impact des points de Colossus. Là, cette planche-là a très mal vieilli. C'est à cause des feutres qu'ils utilisaient que les encreurs utilisaient, qui donnent une couleur au rougeâtre.
superbe double page. J'avais adoré le combat avec la garde impériale. Autant j'avais pas été super fan du combat sur le cristal de crâne, autant le combat sur la lune, j'avais adoré ça. Là aussi, scène de bagarre avec la nouvelle confrérie des mauvais mutants, elle était vraiment superbe. Aïe, ça reste collé. Et ensuite, on a quelques illustrations, plus ou moins connues. Donc les fameuses pages de Phoenix The Untold Story. Ce que j'adore vraiment avec les couvertures de John Byrne, c'est qu'on peut se rendre compte de la dynamique de sa mise en page. Premier plan, arrière-plan. C'est un classique qu'il maîtrise parfaitement. Il y a toujours premier plan, arrière-plan. Premier plan, arrière-plan. C'est tout bête, mais en même temps, ça fonctionne parfaitement. Et surtout quand c'est très bien fait, comme c'est le cas avec lui. Et je vous disais plus tôt que cette couverture avait été reprise des dizaines de fois, et bien notamment par John Byrne, ici. C'est la même idée. C'est un hommage. Cette couverture, la couverture avec Exit Cyclops, je me souviens toujours parce que quand je l'avais vue la première fois, j'avais été stupéfait parce que à l'époque, jusqu'à cet épisode, Lug avait toujours fait appel à ses dessinateurs maison pour, mis à part les tout premiers Strange, pour créer des couvertures. Et donc là, en fait, ils avaient repris non seulement la couverture originale, avec les couleurs originales, mais en plus, ils avaient repris donc la bulle de texte. Donc j'avais été complètement bluffé, en me disant, mais qu'est-ce qui leur arrive ? Évidemment, ça a été juste une fois, quoi. Faut pas abuser des bonnes choses. Ici, c'est une couverture qui a été rejetée, en fait. C'était la couverture originale, et bon, oui. Je peux pas dire que je le préfère à l'autre. Je peux pas dire non plus que l'autre, je l'aime beaucoup, donc... Et ici, par contre, celle-là, je l'aime beaucoup. Et donc, voilà. C'était le sublime John Byrne's X-Men Artifact Edition par IDW. Les X-Men de John Byrne, c'est une histoire d'amour pour moi. J'ai découvert John Byrne sur les Champions, sur Iron Fist, mais c'est son travail sur les X-Men qui m'a fait aimer vraiment les comic books américains. Avant ça, j'étais un fan de franco-belge. J'aimais sans plus les comics. Disons que les comics m'avaient intéressé parce que ils avaient des thèmes et une dureté, si on peut dire, dans les dessins qui n'existaient pas dans la franco-belge. Franco-belge, à l'époque, je lisais Boule et Bill, les Tuniques Bleues, je crois que je commençais Blueberry. Mais ça restait quand même vraiment soft. Bon, Blueberry, peut-être pas, mais les autres, oui, c'était des BD pour enfants, quoi. Et
se prendre les X-Men dans les dents après avoir lu Superman, j'ai envie de dire, ça m'avait vraiment fait un choc. Parce que Superman et les héros de DC, pour moi, j'arrivais pas à m'identifier à eux, je n'arrivais pas à y croire parce que c'était des aliens, des milliardaires, des gens qui vivaient tellement dans un monde qui ne me correspondait pas que je ne pouvais pas m'identifier à eux. Alors que les X-Men, surtout donc ce fameux épisode quand les X-Men reviennent de l'espace et qu'ils rentrent chez eux et que Ororo commence à mettre de l'eau sur ses plantes, que le Hurleur et Moira McTaggart veulent se faire un pique-nique. Enfin, ça c'est des trucs auxquels je peux m'identifier. Superman qui s'envole sur Krypton, je sais pas quoi. Bruce Wayne qui saute dans sa Batmobile à 15 millions de milliards de dollars, ça me dit rien. Et donc, en plus, je dirais, enfin, comme j'ai essayé de l'expliquer durant la vidéo, avec le talent de John Byrne pour raconter des histoires, enfin les parties non super-héroïques des histoires de super-héros, enfin, j'étais conquis complètement. Et donc, plus dur a été la chute quand j'ai découvert donc le Hyde and Years, où il a essayé de reprendre un petit peu la magie de Neil Adams et Tom Palmer, mais bon, à mes yeux, ça n'a pas fonctionné. Et voilà. Je présume que ce que j'ai dit dans la vidéo, il y a des choses, certains d'entre vous vont acquiescer, d'autres vont me haïr, ils vont vouloir me brûler. Eh bien, les commentaires sont là pour ça. Exprimez-vous de façon toujours correcte. Et d'ailleurs, je me permets de faire une petite parenthèse. Je voudrais vous remercier, vous les fans, vous les abonnés, parce que vous êtes toujours corrects, toujours. Et c'est quelque chose que j'apprécie énormément. J'apprécie énormément nos échanges. Et je voulais vous remercier pour la bonne tenue que vous avez dans l'ensemble. Merci beaucoup. Donc continuez, ne changez rien. Et puis je vous retrouve pour d'autres aventures de mes fabuleuses collections de John Byrne dans une prochaine vidéo. A très bientôt, ciao ciao.